Salut tout le monde, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 21e émission de mes lectures comics, l'émission qui vous parle de mes lectures du moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient récentes ou non. C'est parti. Et on commence ce nouveau numéro de mes lectures comics avec la fin de l'événement Marvel du moment, Secret Empire. Ça y est, on a enfin les aboutissants de cet événement, l'occasion pour moi de faire un rapide bilan général de celui-ci. Secret Empire arrive enfin à sa conclusion. Captain Hydra arrive au bout de sa tâche qui n'est d'autre que dominer le monde. Dans un dernier espoir, Captain Hydra fait face à son homologue, mais cette résolution n'est pas lourde de conséquences pour Captain America, mais aussi pour son entourage. Malgré un début réussi qui m'avait plutôt enjoué et donné envie de voir la suite, Secret Empire est, à l'image des différents events de Marvel ces dernières années, un event passable qui, malgré de belles promesses, n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout. De plus, et je trouve que c'est l'un des gros points négatifs de l'event, énormément de dessinateurs se succèdent. On a du McNiven, du Rod Reis, du Francis Yu, du Medina pour ne citer que, et j'ai malheureusement du mal quand on passe d'un style à l'autre. C'est malheureusement devenu une habitude chez Marvel, et ouais, c'est bête de le dire, mais je m'en doutais. On est actuellement avec Marvel dans un modèle d'event, comme si pour eux c'était vraiment le modèle parfait, celui qui marche à tous les coups, mais clairement, bah non, c'est pas le cas. On n'a plus de surprises, on n'a plus d'enjeux comme on pouvait l'avoir dans Civil War par exemple. J'ai vraiment du mal avec cette nouvelle façon de faire de Marvel, et pourtant, tout n'est pas acheté. Je continue de penser que pour moi c'était une excellente idée de démonter petit à petit le mythe de Captain America. Mais malheureusement, c'est dommage que la résolution soit faite aussi vite et que finalement, on ait très peu de conséquences. On passe directement à la librairie avec Urban Comics et on va parler d'un crossover clairement improbable, celui de Batman et Judge Dredd. Après avoir réalisé un saut interdimensionnel, Judge Death débarque à Gotham et ne tarde pas à commettre son premier crime. Il n'en faut pas plus à notre Chevalier Noir pour le prendre en chasse. Après l'avoir vaincu, le justicier découvre un téléporteur dans ses effets personnels et l'active par mégarde. Le Chevalier Noir de Gotham se retrouve alors piégé à Mega City One où il tombe nez à nez avec un autre juge, Judge Dredd. Ne connaissant pas vraiment ce personnage, j'ai vu les films, c'est déjà bien, non? J'ai pourtant adoré ce crossover. Tout d'abord parce que nous avons droit à l'une des rencontres les plus stylées. Deux icônes de la pop culture se retrouvent nez à nez et ça nous donne droit à de conversations passionnantes remplies d'humour et de punchline. Autre point positif, le scénario. Au départ, quand on se lance dans la lecture, on se dit que celle-ci va être facile, sans réels enjeux et que ça va être juste du fanservice. Et finalement, pas du tout, c'est beaucoup plus subtil que ça et clairement, ça vaut le détour. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est du côté des dessins de Simone Bisley et Glenn Fabry. On est dans le style des années 90 et j'avoue avoir des complications avec celui-ci. On est dans un style beaucoup plus grossier, parfois caricaturiste, même si la partie graphique n'est pas horrible non plus. Batman Judge Dredd est un véritable ovni, et je pense que pour certains c'est même un classique des années 90. Ce n'est quand même pas à mettre entre les mains de tout le monde, je préfère le préciser, il y a quand même énormément de violence, en même temps on est avec deux personnages qui aiment bien la bagarre, mais en tout cas si vous aimez les deux personnages, je pense que ce serait bête de passer à côté de cette lecture. En plus, l'édition d'Urban est clairement de très bonne qualité et elle nous propose même un épisode bonus avec une rencontre entre Lobo et Judge Dredd qui vaut clairement le coup. Toujours chez Urban Comics, on continue avec AD After Death de deux auteurs très en vogue en ce moment, Scott Snyder et Jeff Lemire. Un comics qui déjà, comme vous le pouvez le voir à la couverture et même à l'édition en général, n'est pas un comics comme les autres. Publié aux États-Unis sous forme de 3 grands livrets souples d'environ 64 pages, entre novembre 2016 et mai 2017 chez Image Comics, AD After Death raconte l'histoire de Joanne Cook à deux époques différentes de sa vie. Dans la première, on le découvre au sein d'un complexe top secret, alors qu'une catastrophe semble avoir ravagé la Terre. Dans ce complexe, énormément d'expériences y sont faites, et suite à l'une d'elles, Joanne est devenue immortelle. De l'autre côté, on découvre sa famille. On découvre donc sa mère qui est atteinte d'une maladie neuronale, une maladie qui finit malheureusement par l'emporter. Les deux intrigues se mélangent et petit à petit, Scott Snyder nous dépeint un véritable tableau poétique. Les épisodes sont entre autres entremêlés d'un sorte de carnet de bord écrit par Joanne lui-même, racontant tous ses souvenirs. Tout ça nous amène jusqu'à la grande révélation finale, une révélation finale que je n'avais vraiment pas vu venir.
Côté dessin, on retrouve les aquarelles de Jeff Lemire. Jeff Lemire qui a un style vachement particulier et j'avoue que j'ai du mal avec certaines pages. Scott Snyder met en avant des interrogations sur la vie, sur la mort, mais aussi sur la mémoire. After Death est plus qu'un comics, c'est une véritable expérience poétique qui pour moi est très dure à critiquer entre guillemets. C'est une lecture à découvrir et avec ce type de lecture, souvent ça passe ou ça casse. Soit vous allez être complètement subjugué par ce duo qui pour moi a globalement réussi son pari, soit vous n'allez pas bien comprendre toutes les subtilités et donc pour vous la lecture sera un peu plus difficile. En tout cas pour ce qui est de mon avis, moi AD After Death m'a beaucoup plu, c'est une bonne lecture que je pense je relirai souvent parce qu'elle fait beaucoup réfléchir et elle propose vraiment une expérience comme je le disais qu'on ne retrouve pas chez certains comics et c'est ça qui est vraiment génial sur ce comics. Pour finir chez Urban Comics, j'ai lu le deuxième tome de Black Hammer. Rappelez-vous, dans la vidéo Best of Comics 2017, je vous avais présenté le premier tome qui pour moi était un énorme coup de cœur. Et en plus, de ce que j'ai pu voir, je n'ai pas été le seul à penser ça car ça a été un énorme succès commercial. On reprend l'histoire là où l'on s'était arrêté. Notre petit groupe de super-héros d'un autre monde parallèle sont toujours bloqués à la campagne américaine avec des corps qui ne leur appartiennent pas. En effet, à la fin d'un combat qui leur a été fatal, ils se sont retrouvés piégés et emprisonnés et depuis, ils tentent désespérément de trouver un moyen pour s'en sortir. À la fin du premier tome, beaucoup de questions sont restées en suspens. Et là, avec ce deuxième tome, ça décolle. Mais ça décolle vraiment. On comprend qui est Black Hammer, mais aussi comment cette équipe en est arrivée là grâce à l'utilisation intelligente des allers-retours entre les différents mondes. Lemire, et c'est pour moi ce qui le différencie des autres, et ce qui fait aussi l'un de mes auteurs préférés du moment, arrive à tout manier, son intrigue, ses personnages et toutes leurs perspectives qui leur sont liées. Quant au travail de Dean Armstrong sur les dessins, cela reste classique, mais cela fait beaucoup penser aux dessins beaucoup plus anciens, ce qui donne un côté nostalgique au récit. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, Black Hammer m'a énormément fait penser à Watchmen. Que ce soit dans sa construction, dans ses personnages, mais aussi dans les questions que soulève ce récit. Enfin bref, je pense que vraiment, je ne pourrais pas m'arrêter de faire l'éloge de cette lecture qui pour moi est excellente. Jeff Lemire est un génie pur et dur qui certes fait des merveilles sur Old Man Logan, mais là où il est le mieux quand même, c'est sur des lectures un peu plus indépendantes. Bon, côté dessin, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui malheureusement, mais en tout cas, côté scénario, il nous prouve qu'il est très bon avec ce Black Hammer que je vous recommande chaudement. On continue avec du Bliss Comics, et oui, ça faisait pourtant énormément de temps que je ne vous en avais pas proposé sur la chaîne, et pourtant, vous connaissez mon amour pour cet éditeur que je n'ai pas arrêté d'encenser. Du coup, on va parler de lecture un peu plus récente de Bliss Comics, et on commence justement avec le premier tome de X-O Manowar. Après les 3 intégrales de X-O Manowar, sorties chez Bliss Comics, se situant avant le relaunch de Valiant, X-O Manowar, l'un des personnages les plus emblématiques de Valiant, est de retour. Arik a abandonné l'armure qui faisait de lui X-O Manowar. Il a refait sa vie sur la planète Gorine, une vie plus simple avec sa femme Sean. Mais peut-on abandonner son passé de soldat aussi facilement? Peut-il vraiment croire que tout est fini? Alors qu'une guerre se prépare, Arik va devoir reprendre du service et reprendre son rôle de X-O Manowar. Le plus gros plus de cette lecture, c'est sa capacité à être un bon point d'entrée pour le personnage. Ce dernier a le droit à un nouveau statu quo, une nouvelle intrigue qui permet à n'importe qui de prendre le train en marche. Autre point positif, la fluidité de la lecture. Scénaristiquement, Matt Kindt offre des choix scénaristiques intéressants pour le personnage, poussant cette lecture à ne pas être juste une histoire de héros qui reprend les armes. Graphiquement, que ce soit Thomas Giorello ou Doug Braithwaite, c'est excellent et cela renforce le côté épique du récit. X-O Manowar fait clairement partie de mes lectures préférées chez Bliss Comics avec la série Bloodshot. On a un héros vachement stylé, charismatique et qui, malgré sa petite retraite, n'est clairement pas en reste. Finalement, le seul point négatif de ce récit, c'est qu'on ne voit pas assez l'armure X-O Manowar, mais bon, nul doute que dans les prochains tomes, on la verra un petit peu plus. En tout cas, c'est une excellente lecture et si, comme moi, vous voulez lire X-O Manowar sans avoir lu les précédentes intégrales, ne vous inquiétez pas, vous pouvez clairement foncer sur X-O Manowar de Soldat à Général. On reste chez Bliss Comics avec la sortie de Secret Weapons de Eric Esser, connu entre autres, et là j'étais vachement étonné, pour avoir scénarisé le film Premier Contact, un film où on peut apercevoir notamment Hawkeye et Lois Lane. C'est d'ailleurs un film que je vous recommande vivement. Secret Weapons raconte les aventures de 4 psiotiques laissés à l'abandon par la fondation Harbinger. La raison, leurs pouvoirs ne servent à rien.
L'un d'eux peut parler aux oiseaux, un autre peut illuminer des objets, l'un d'eux peut se transformer en statue en cas de stress extrême, et enfin, l'un d'eux peut faire apparaître n'importe quel objet. Attends, mais ça c'est un pouvoir cool, non? Pas vraiment, car certes, il a la possibilité de faire apparaître n'importe quel objet, sauf que c'est de manière complètement aléatoire. Cette petite équipe de bras cassés va donc devoir faire face à une menace commune, bon, qui j'avoue n'est pas la meilleure de Valiant, qui nous a habitués à mieux. Le tout sur les ordres de Livewire, personnage emblématique de Valiant que je ne connaissais pas, mais qui m'a vraiment beaucoup impressionné, notamment par son charisme. Secret Weapons est donc intéressant pour tout ce qu'il y a autour. Le scénario est pas incroyable, le méchant non plus, mais la dynamique d'équipe est intéressante. Puis côté dessin, Raoul Allen offre un style vachement sympa. En somme, Secret Weapons est une lecture classique. Pas la meilleure de l'univers de Valiant, mais elle vaut quand même le détour. Après, ce que j'ai remarqué, contrairement à X-O Manowar, c'est qu'il est plutôt conseillé d'avoir lu Harbinger et Imperiod avant de lire Secret Weapons. Mais bon, j'ai réussi à faire sans, donc pourquoi pas vous? On finit la partie Bliss Comics avec un pavé que j'attendais beaucoup, puisque c'est mon personnage préféré de l'univers de Valiant, Bloodshot, qui a le droit à sa première intégrale remplie de scénaristes, de dessinateurs, de coloristes, mais aussi de bonus. En tout, c'est 904 pages pour 49 € qui nous racontent les premières aventures de Raymond Garrison. Il est difficile de présenter un pavé comme celui-ci, surtout quand ce dernier est composé d'une trentaine d'épisodes. Bloodshot est un tueur à la solde du projet Rising Spirit, dont les nanites qui infusent son corps lui permettent de guérir de n'importe quelle blessure, améliore sa force et communique avec les ordinateurs. Il est un savant mélange entre Punisher et Wolverine, comme j'aime le dire. Avec cette première intégrale, on le suit dans sa quête éternelle à la recherche des explications sur ses origines. Des origines complexes qui nous sont dévoilées au fur et à mesure des épisodes et nous permettent de comprendre beaucoup plus le passé et les motivations du personnage. Certes, avec autant d'épisodes, il en arrive d'en avoir des moins bons, mais globalement, on est avec une plutôt bonne intégrale qui peut clairement servir de très bon point d'entrée pour l'univers de Valiant. Puis comme je vous le disais en introduction, on peut quand même saluer le travail excellent de Bliss Comics, qui nous propose plus de 900 pages pour seulement 49 €. On a beaucoup de bonus. Je vous en montre quelques-uns. Hop. On a vraiment une qualité irréprochable, que ce soit au niveau du sommaire, mais aussi au niveau de la navigation. Chaque épisode est séparé avec une couverture, et ça c'est très important, et certains éditeurs ne font même pas ça. C'est vraiment rare d'avoir une édition luxueuse à ce prix-là, et je pense que certains éditeurs devraient peut-être s'en inspirer. On continue mes lectures comics avec du Casterman. Et oui, si vous n'êtes pas au courant, sachez que Casterman a lancé sa propre gamme de comics appelée Paperback. Le but étant de nous proposer des lectures indépendantes auxquelles on n'a pas vraiment le droit en France. Et on commence justement avec Au temps des reptiles. Au temps des reptiles de Ricardo Delgado est vraiment très spécial. Je ne vais pas pouvoir vous donner vraiment de scénario tout simplement parce qu'il n'y a pas de bulle dans ce comics. Et c'est là où je ne sais pas vraiment quoi dire pour cette lecture. Pourtant, ça m'est déjà arrivé de lire des comics en bulle. Il y a notamment eu dernièrement la série Groot. Mais là, c'est encore plus particulier puisqu'on nous parle de dinosaures, on nous parle d'une époque que certains peuvent adorer. Moi, c'est vrai que les dinosaures, j'aime beaucoup, notamment grâce à Jurassic Park. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup de mal à rentrer dans ce récit. Après, ce qui est vraiment bien avec ce genre de récit, c'est que chacun peut faire son interprétation de l'histoire. C'est pas mauvais, c'est pas moche non plus au niveau des dessins, mais voilà, comme il n'y a pas vraiment de scénario, je sais pas trop quoi dire. Ça reste pourquoi pas une expérience à découvrir, mais je recommanderais ça à un public un peu plus averti et pourquoi pas à un public qui aime les dinosaures si possible. Autant des dinosaures n'a pas été la seule sortie de Casterman, puisqu'on a aussi le droit à Mech Academy, d'un auteur de comics que vous connaissez sûrement, Greg Pak, qui s'allie à un dessinateur un peu plus manga, Takeshi Miyazawa. Mech Academy, c'est l'histoire de jeunes élèves d'une école militaire formés et préparés à se lier avec d'étranges robots extraterrestres dans le but de protéger la Terre de la destruction par des monstres crabes venus de l'espace. Tous sont formés, sauf un, Stanford, fils d'une femme de ménage de l'école qui va se retrouver à son insu lié avec un robot. S'ensuit donc une histoire d'amitié qui je pense tire facilement ses références de Pacific Rim ou encore du Géant de Fer. Mais ce n'est pas tout, cet ouvrage est à la croisée d'un comics et d'un manga. Ce dernier trait est notamment renforcé par les traits du dessinateur, mais aussi par la colorisation qui est vraiment magnifique. Globalement, Mech Academy s'en sort plutôt bien, l'histoire est plutôt sympa et le personnage est vachement attachant. Il utilise de bonnes références, mais scénaristiquement, cela reste plutôt classique et pas vraiment innovant. Si je devais conseiller ce comics, c'est par exemple un public un peu plus adolescent, voire un petit peu plus jeune.
En tout cas, les deux sorties de Casterman restent quand même vachement intéressantes. C'est toujours sympa de voir de nouveaux éditeurs arriver car ça montre que le comic se développe de plus en plus en France. On a eu Bliss Comics, iComics et maintenant Casterman, et ça c'est plutôt cool. Enfin, on termine cette vidéo avec la partie Delcourt Comics et on va parler du tout dernier bébé de Robert Kirkman, le tout dernier né, Oblivion Song. Cette fois-ci, Robert Kirkman s'associe à Lorenzo De Felici pour nous proposer une histoire bien mystérieuse. 300 000 habitants de Philadelphie ont disparu pour apparaître dans une dimension parallèle, Oblivion. Des années plus tard, le gouvernement n'essaye plus du tout de les récupérer. Seul Nathan Cole, scientifique aux intentions vagues, inventeur du transfert dimensionnel, voyage encore dans cette autre dimension pour retrouver les survivants. Mais ceux-ci veulent-ils vraiment repartir ? Oblivion Song tome 1 nous propose donc les 6 premiers épisodes de la nouvelle série de Robert Kirkman. Kirkman qui, ce n'est pas un secret pour tout le monde, est vraiment doué et arrive avec un simple sujet à le rendre passionnant. On a pu le voir avec Walking Dead et Outcast notamment. Avec Oblivion Song, il ne déroge pas à la règle, il développe une ambiance, un contexte mais surtout un personnage. Nathan Cole, bien que montré de façon héroïque dès les premières pages, est un personnage beaucoup plus complexe que ça. Mais ce n'est pas tout, Robert Kirkman fait ça aussi avec les personnages secondaires, mais aussi avec l'événement. Et oui, on peut se demander ce qui s'est produit. Est-ce que c'est une catastrophe ? Un miracle ? Personne ne sait, en même temps c'est sur cette intrigue que se repose ce comics. Outre le scénario, que dire des dessins ? De Felici propose une direction artistique entraînante et très développée. Rien n'est laissé au hasard, et on prend du plaisir à découvrir Oblivion rempli de créatures et de flore. Et en lisant ce tome, je ne peux qu'affirmer et m'incliner devant le talent de Robert Kirkman. Même si on peut remettre en cause beaucoup de choses qu'il a produites, c'est vrai qu'il y a certains épisodes de Walking Dead qui n'étaient pas ouf par exemple, on ne peut pas cacher qu'il a une réelle expérience. Ou un talent, ça dépend de vous. Sincèrement, ce premier tome d'Oblivion Song m'a vachement emballé et j'ai vraiment envie de voir la suite. Peut-être que cette série pourra être la nouvelle Walking Dead, même si j'en doute parce que Walking Dead a quand même énormément d'avance. Mais en tout cas, avec Oblivion Song, Robert Kirkman tient là un filon d'or qu'il faut absolument qu'il développe, et cette fois-ci qu'il développe bien. On finit chez Delcourt et toujours avec Robert Kirkman, avec les deux très attendus derniers tomes de The Walking Dead, le tome 28 et le tome 29, toujours scénarisé par Robert Kirkman donc, et Charlie Adler au dessin. La colline et Alexandria sont détruites suite à l'action des chuchoteurs et de la terrible vague de morts ayant foulé le sol de ses abris, maintenant en ruine. Rick, au plus bas, tient pourtant remettre sa communauté d'aplomb et arriver à avancer. Peut-être y arrivera-t-il grâce à l'étonnante découverte d'Eugène, une nouvelle communauté. The Walking Dead continue sur sa lancée et encore une fois c'est un franc succès. On est d'accord, tous les épisodes ne sont pas excellents, mais d'une manière générale, la série est bonne et Kirkman a de très bonnes idées. Et puis, il y a Negan, qui pour moi est clairement devenu le nouveau personnage principal de la série et surtout le gros point fort de cette dernière. Charlie Adler, quant à lui, fait son taf, il n'y a pas vraiment de changement, il faut juste aimer son style de dessin. The Walking Dead continue son petit bout de chemin et contrairement à la série télé, il se passe énormément de choses. Comme je vous le disais, tous les épisodes ne sont pas bons, mais on est quand même à plus de 160 épisodes et c'est presque impossible de garder une constante incroyable. Et de toute façon, même la série est en demi-teinte et que parfois elle n'est pas vraiment intéressante, je pense que The Walking Dead c'est vraiment la série que je ne raterai pour rien au monde. Eh oui, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle émission de Mes Lectures Comics qui a été bien chargée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à y laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez bien sûr commenter la vidéo en me disant ce que vous pensez des lectures que je vous ai présentées et en me disant tout ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ça m'intéresse. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de mes collègues de la Comics League, les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne et retrouver toutes les dernières actualités de celle-ci, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et aussi me retrouver sur Tipeee si vous voulez me soutenir. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Comics Play. D'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.